Bonjour ou bonsoir fidèles téléspectateurs, nous sommes jeudi 24 juin 2021. Bienvenue dans ce journal de la télévision Renaissance dont voici d'abord les principaux titres. Les déplacés de l'intérieur du pays vivant dans le site de Mousséni en commune Rango de la province Kayanza depuis 1993 sont aujourd'hui menacés d'être expulsés par l'administration. La C-Génocide dénonce cette volonté du pouvoir de persécuter ces rescapés de 1993. La levée des sanctions prises par l'Union européenne contre le Burundi serait soutenir les violations des droits de l'homme commises par le pouvoir CNDD-FDD. Les propos sont d'Emmanuel Ndereyimana, le secrétaire exécutif de la CEFOR Arusha. Dans la chronique Histoire du Burundi, vous entendrez comment la communauté burundaise était composée par des familles qui sont devenues des clans, mais qui restent dans le grand ensemble des Barundi comme une identité commune. Voilà pour les titres. Les déplacés des sites de Gasseigne, zone et commune Rango en province de Kayanza se disent menacés par l'administration provinciale et communale. Ils ont été sommés de quitter le site d'ici la fin de cette semaine. Ces administratifs répondent à l'appel de la paroisse Gasseigne qui souhaite chasser ces déplacés selon leur témoignage. Ils demandent au diocèse catholique d'Ongozi de plaider pour eux parce que derrière tout ça se trouve la main du père Manassé et qui les pourchasse. Ce conflit a éclaté samedi matin quand le père Manassé a voulu délimiter le site. Comme le disent ces déplacés, ce plan serait de les compromettre, un plan qui a continué le soir quand le vicaire alertait que les déplacés étaient en train de tirer avec un fusil. Ils viennent de passer 28 ans dans ce site depuis la crise de 1993. Ils disent qu'ils ne se sentent pas encore en sécurité pour retourner et vivre sur leur colline d'origine, même si le gouverneur semble soutenir cette mesure. Tant que le pays est dirigé par les auteurs des crimes de 1993, les rescapés de cette crise ne seront pas tranquilles, regrette l'association de lutte contre le génocide. Emmanuel Ngonziza, le secrétaire de la C-Génocide section Canada, estime que la justice devrait être rendue pour traduire en justice les auteurs des crimes commis en 1993 au lieu de contraindre les rescapés à retourner vivre sur leur colline. Ce qui vient d'arriver aux réfugiés, aux rescapés de ce site, a été l'œuvre de l'abbé Manassé, donc le curé en charge de la paroisse de Gasseigne. Et c'est cela qui nous a beaucoup attristés. Et cela, bien évidemment, ne va pas, n'est pas un acte isolé, c'est-à-dire, oui, vu du point de vue de la personne qui a coordonné cela cette année, c'est en cas atypique, mais quand même, nous savons que ça fait des années, le régime en place, qui est, il faut toujours le rappeler, une émanation des auteurs même de ce génocide de 1993, parce que le CNDD-FDD au pouvoir aujourd'hui est une création du bureau politique du Frodebo. Donc, depuis leur arrivée au pouvoir, tout a été tenté pour chasser Manu Militari, pour contraindre ces rescapés vivant encore sur des sites à regagner leur terroir. Non pas parce que le régime a besoin ou plutôt est soucieux de leur bien-être, mais plutôt parce que ce sont des témoins, des vestiges vivants du génocide que cette organisation au pouvoir a perpétré avant d'arriver au pouvoir. Et c'est donc pour cela que même si nous sommes attristés, nous sommes fâchés, s'il faut même le dire ainsi, par ce qui arrive. Nous comprenons que ça relève d'une logique, je dirais une logique illogique, de ce qu'un génocidaire impuni, elle ne peut que répéter les actes qu'il a perpétrés. C'est pour cela donc que plutôt que focaliser notre interpellation, notre attention sur le régime, nous commençons d'abord à plaider auprès de la hiérarchie catholique parce que selon même les Saintes Écritures, et c'est ce qui revient, ce qui doit être fait par des hommes d'église, pas des chrétiens tout court, c'est de soutenir les veuves et orphelins, ce n'est pas de les persécuter. Ça ne fait que rappeler les actes répréhensibles, en tout cas pas du tout dignes d'une église catholique sainte et universelle, neutre donc, que nous avons vu par exemple de la part du prélat qui a été à la CNTB, j'ai nommé Sérapien Bambonani, si j'ai bonne mémoire, et cela justement risque de faire penser à certains lorsque l'Église catholique, tout au moins la hiérarchie catholique actuelle au Burundi, est finalement sur l'orbite de ce régime qui ne fait que répéter les
crimes qui l'ont porté au pouvoir. Si les rescapés de Rango sont persécutés aujourd'hui, c'est justement parce que ceux qui les ont réduits à cet état de réfugiés n'ont jamais été inquiétés. Il faut donc que les auteurs du génocide qui sont les vraies causes de cette situation soient poursuivis, soient appréhendés. La reprise de la coopération entre l'Union européenne et le gouvernement du Burundi pour renouer leurs relations ne sera pas mise en vigueur que dans les paroles seulement. C'est le constat d'Emmanuel Ndereyimana, le secrétaire exécutif de la CFOR Arusha. Selon lui, si l'Union européenne prend la décision de supprimer les sanctions infligées contre le Burundi, ce serait aggraver la situation des droits humains au Burundi. Suivez. Loin de là, parce que tout ce qui a poussé l'Union européenne à prendre des mesures pour arrêter une aide directe au gouvernement burundais, notamment en matière de bonne gouvernance, en matière de la liberté de la presse, en matière de l'ouverture de l'espace politique, en matière de la libre circulation des biens, des gens, des personnes. La société civile ne fonctionne plus. Nous avons à peu près 500 000 personnes comme réfugiés. Alors le Burundi n'a jamais avancé d'un iota. Il a avancé juste dans les paroles. Il lance de bonnes paroles en face du monde et de qui veut l'entendre, comme quoi nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous allons. Ils vont faire, ils feront, mais ils ne font jamais. Alors il ne faut pas que l'Union européenne, qui s'est basée sur les accords de Cotonou, puisse être endormie par des mensonges. Et voilà. Parce que si le représentant de l'Union européenne au Burundi a osé dire que bientôt ils peuvent reprendre la coopération, c'est juste parce que je me dis que ces Européens qui sont à Bujumbura, c'est un club de gens qui trouvent le Burundi comme un paradis. Et alors de temps en temps, il faut caresser les autorités dans le sens du poil pour les mettre dans une situation de promesses qui n'aboutira pas et comme ça les autorités croient que la promesse sera une réalité demain. Mais ils oublient que ces Européens, ces diplomates qui sont à Bujumbura donnent des rapports à l'Union européenne. L'Union européenne, en assemblée, c'est eux qui décident. Les rapports viennent de partout. Il y a la société civile, il y a de la communauté internationale qui observe le Burundi de partout. Les États-Unis sont là et d'autres pays. Alors, tout le monde voit noir sur blanc. Vous avez suivi aussi les rapports de Human Rights Watch. Tout le monde voit noir sur blanc que le Burundi n'a pas bougé d'un iota. Ça ne vaut pas la peine d'aller encourager les malfaiteurs, encourager un gouvernement criminel à le renforcer encore une fois pour tuer davantage. Ce sera une catastrophe dans l'avenir. Alors nous avons confiance que c'est juste les paroles qui ne seront jamais mises en action. Emmanuel Ndereyimana ajoute que les tueries qui se font au Burundi et dans la région des Grands Lacs sont en général causées par le gouvernement français. C'est ce qui ressort d'une lettre que la CFOR Arusha a adressée à la présidente de l'Union européenne. Suivez encore une fois Emmanuel Ndereyimana. Nous avons écrit une lettre à Madame la présidente de la Commission européenne. Nous sommes là en train de voir dans les limites où ce qui s'est produit au Rwanda, la catastrophe du génocide des Tutsis ne se produise pas au Burundi ou dans la région. Et alors quand nous constatons que la France, qui est membre de l'Union européenne, mais qui se retire du groupe pour coopérer directement avec le Burundi en matière militaire, formation militaire, financement, soit au Burundi ou dans les bases militaires françaises qui sont en Afrique. Nous trouvons ça très louche parce que les Français, on se demande pourquoi ils montrent à la face du monde qu'ils sont en train de normaliser la situation avec le Rwanda où ils ont commis des dégâts de telle envergure, génocide des Tutsis. Et à côté, ils vont au Burundi et ils récupèrent tous ces génocidaires Interahamwe qui sont au Congo et ils les amènent au Burundi pour la formation et en même temps que les Burundais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache
dans l'avenir. C'est là où on se dit que si on ne met pas de barricades maintenant, on risque de regretter plus tard. On a donné aussi la copie au président français. Donc, c'est juste pour barricader que le génocide de tout ce qui s'est passé au Rwanda ne puisse pas se répéter ailleurs par les mêmes commanditaires. Parce que et les Français et les Interahamwe, plus le Burundi qui a promis les Interahamwe de les aider à rentrer, parce qu'à chaque fois vous voyez des attaques à travers la Kibira sur le Rwanda, ils nieront chaque fois, ils pourraient nier qu'il n'y a pas la présence des Interahamwe, mais les faits sont têtus. On les voit quand ils attaquent le Rwanda. Alors tout ça, c'est quoi? Le Burundi n'est pas financièrement aidé par qui que ce soit, mais la France les donne un appui militaire et un appui financier. C'est ça que nous dénonçons pour éviter la catastrophe dans l'avenir. Voir ce que peut faire la Banque mondiale pour soutenir le programme du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté est la raison de la visite du vice-président de la Banque mondiale au Burundi. Hafez Ganem indique que la Banque mondiale est prête à soutenir le développement durable au Burundi. Je voulais voir avec son Excellence le ministre et avec les membres du gouvernement quel est le programme du gouvernement pour lutter contre la pauvreté et qu'est-ce que nous pouvons faire comme Banque mondiale pour soutenir le programme du gouvernement. J'ai déjà eu des discussions et des rapports avec Monsieur le ministre et avec son Excellence le Président de la République à travers des visioconférences. Mais maintenant que que nous sommes vaccinés, en tout cas, on peut voyager. Je voulais vraiment venir au Burundi pour voir en réalité la situation sur le terrain. Et pour nous, il y a 4 points importants quand on pense de lutte contre la pauvreté. La première question que je me pose, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir la stabilité macroéconomique de Burundi et le cadre réglementaire pour attirer les investissements. Deuxième point très important, c'est le capital humain et surtout l'autonomisation des femmes qui est nécessaire pour le développement du pays. Troisième point important, c'est les infrastructures. Et ce que nous pouvons faire pour soutenir et développer les infrastructures, et surtout, je pense, à l'accès à l'électricité et à l'accès à l'Internet. Sans ça, on ne peut pas vraiment créer de nouveaux emplois et créer des opportunités pour les jeunes. Et quatrième point, c'est la nutrition. Au Burundi, on a plus que la moitié des enfants qui souffrent de retard de croissance. Et donc, c'est aussi, nous voulons voir avec le gouvernement ce que nous pouvons faire pour les aider. Dans la suite des témoignages parcours de la télévision Renaissance, aujourd'hui nous vous proposons un extrait du témoignage de Séverin Kanjoli, rescapé de 1972. À cette époque, Séverin Kanjoli a failli être assassiné le 29 avril 1972 avec les élèves à Rumongue. Ce 29 avril, il y avait 2 mois avant, je faisais partie du mouvement scout, du mouvement catholique scout de Saint-Joseph. Alors, nos supérieurs des écoles supérieures, des écoles terminales, on nous disait, qui étaient membres de ce mouvement scout, nous disaient le mois de février-mars que nous allons faire en fin de camp à Rumongue. Et on était vraiment très contents. Et ce jour, samedi du 29 avril 1972, on a quitté les écoles à midi en courant au dortoir pour nous changer, pour s'habiller en uniforme scout, les familles, etc., etc. En ce moment même, il y avait un gros camion Nissan avec carrosserie en planche en bois qui était là-bas. Et puis, quand nous avons quitté notre dortoir, on s'est rangé à côté de ce camion pour entrer dans le camion. Heureusement, ces supérieurs-là qui nous dirigeaient sont dirigés vers l'internat, vers le directeur de l'internat. Qui sont ces supérieurs? C'était des élèves de la 3e, 4e normale. De la même ethnie?
de la même des Hutus. Alors, ils sont allés demander de la provision pour ces 4 jours que nous devrons passer à Rumongue. Alors, le directeur de l'internat a complètement refusé. Il a dit non, je ne peux pas vous donner quelque chose que ce soit. Je ne sais pas ce que vous allez faire à Rumongue. Et il a dit qu'il a de la réglementation qu'il doit suivre. Et ces gens-là sont disparus avec le camion. Le camion a disparu, les hommes ont disparu. Et nous étions vraiment très mécontents. Qu'est-ce qui vous montre que cette descente vers Rumongue, c'était un plan pour vous liquider? C'était un plan pour nous liquider parce que ça a tombé exactement le même jour, le 29 avril. Et ces gens-là qui nous organisaient, après que le directeur de l'internat refuse de donner la provision, ils sont tous partis et ils sont revenus 4 jours après. Avec leurs yeux qui étaient tout rouges, on dirait qu'ils ont participé au massacre des militaires qui rentraient, qui étaient sortis et rentraient vers leur caserne à côté au niveau du cathédrale, là où on appelle communément le monument du soldat inconnu. L'intégralité de ce témoignage est déjà disponible sur les différentes plateformes de la télévision Renaissance. Place maintenant à la chronique Histoire du Burundi. Plusieurs identités ont vu le jour avant l'identité commune d'être des Barundi avec la venue du roi Ntare Rushatsi. Ces identités restent les composantes de la communauté burundaise qui se regroupe dans cette identité des Barundi. Et retrouver Alphonse Rugambarara qui s'intéresse à l'histoire du Burundi à travers la chronique Histoire du Burundi. Après avoir compris ce que c'est que le peuple Murundi, c'est-à-dire un ensemble de plusieurs identités, intéressons-nous à ces différents peuples qui ont fait le peuple Murundi. Avant Ntare Rushatsi, dans l'histoire que nous apprenons que le Burundi naît avec Ntare Rushatsi. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant Ntare Rushatsi? Comme je vous l'ai dit en introduction, il y a un adage kirundi qui dit umwami akubaza umuryango ntakubaza ico waraye uriye. Je ne vais pas traduire pour le moment le mot umuryango, je vais l'utiliser en kirundi parce que les Barundi comprennent ce que c'est qu'umuryango. Ne le traduisez pas s'il vous plaît parce que vous allez vous tromper quelque part. L'umuryango ou les miryango que vous avez ont une histoire. Chaque muryango a sa propre histoire. Et avant l'avènement de Ntare Rushatsi, nous pouvons dire qu'il y avait plusieurs royaumes autour du petit royaume qui va être le noyau principal du Burundi après l'avènement de Ntare Rushatsi. Et ces différents royaumes, je vais en citer quelques-uns. Nous avons les royaumes des Vajiji. C'est vers Kigoma, un peu plus loin, et tout au long du lac Tanganyika jusqu'à la plaine de Limbo. Nous avons le Bushubi, nous avons le Buha, nous avons le Buragane, Buyogoma. Tout ça, ce sont des régions de cette époque-là, avant Ntare Rushatsi, et il y avait des gens qui y habitaient. Nous avons le Nyaruguru, le Bungwe, le Karama. Nous avons le Bugesera, le Bugufi, Bushubi, Buhinda, Bushingo. Tous ces royaumes ont formé les Miryango que nous connaissons aujourd'hui. Le Nyaruguru, il y avait 3 grandes familles qui sont les Benengwe, les Banyakarama et les Benengwe. Nous avons au-delà de ces territoires le Gisaka un peu plus loin, qui a formé les Banyagisaka, et d'autres royaumes. Ce sont ces identités qui vont s'intéresser aux problèmes du royaume d'Nsoro et Jabré
pour venir y apporter la paix. Avant Ntare Rushatsi, il y avait les Miryango. C'est ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.